l'heure de l'information du Journal Magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. À la une de cette édition, les déclarations du chef du Shin Bet qui annonce que le service de sécurité intérieure israélien a déjoué 450 attaques terroristes depuis le début de l'année. Ce sera l'ouverture du journal. Les discussions qui se poursuivent entre Kahol Lavan et le Likoud et qui sont rendues encore plus difficiles par la nouvelle sortie polémique du ministre de la Justice. 2 minutes pour comprendre, consacrée aujourd'hui à la stratégie iranienne de violation de ses engagements dans l'accord nucléaire de 2015. L'histoire du jour portera sur le succès international de la série Fauda. Et puis, en fin de journal, l'interview de Meir Masri, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem et spécialiste de géopolitique. Radio J. Le chiffre a de quoi faire frémir. Le chef du service de sécurité intérieure israélien du Shin Bet a déclaré jeudi qu'Israël avait déjoué 450 attaques significatives au cours de l'année écoulée. Nadav Argarman s'exprimait ce matin lors d'un événement destiné aux acteurs du secteur des véhicules aériens sans pilote en Israël. La combinaison de la technologie et des membres du Shin Bet nous a permis au cours de l'année écoulée de contrecarrer plus de 450 attaques terroristes et de permettre aux citoyens israéliens de mener une vie paisible et confortable au quotidien sans savoir ce qui se passe sous la surface, a expliqué le chef du Shin Bet. Et c'est dans ce contexte que l'armée israélienne a cartographié la nuit dernière le domicile d'un terroriste responsable d'un attentat en août dernier. Qassem Shabali avait fait exploser un réservoir d'eau servant de piscine, provoquant la mort d'une Israélienne de 17 ans, Rina Schnerb, et plusieurs blessés dans la famille de la victime. La maison du terroriste située dans la région de Ramallah pourrait désormais être démolie en cas de décision des autorités. Politique avec la poursuite des négociations entre Kahol Lavan et le Likoud. Les négociateurs des deux mouvements arrivés en tête lors des 2 dernières élections se sont retrouvés hier soir. Toujours pas d'accord en vue pour la formation d'une coalition d'union nationale. Le communiqué commun publié à l'issue de la réunion résume la soirée. On peut y lire que la rencontre tenue dans une atmosphère positive a été sérieuse, mais que les grandes divergences entre les deux parties demeurent. Des progrès rendus d'autant plus difficiles après les nouvelles déclarations polémiques du ministre de la Justice Amir Ohana, dont on dira un mot tout à l'heure. Pour Benny Gantz en tout cas, qui s'est exprimé sur Twitter, le comportement problématique du ministre de la Justice prouve simplement qu'Israël ne peut pas avoir un Premier ministre inculpé. Fin de citation. 2 minutes pour comprendre cet après-midi la nouvelle violation par l'Iran de ses engagements nucléaires. Les Iraniens n'ont en effet pas perdu 1 minute, 2 jours après la décision du président Hassan Rouhani de procéder à une nouvelle phase de retrait de l'accord de Vienne de 2015. L'Iran a repris ses activités d'enrichissement d'uranium à l'usine de Fordo à minuit hier soir, heure locale. L'Iran indique que tout cela a été réalisé sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les relations avec l'AIEA se sont pourtant refroidies ces dernières heures après que l'Iran ait décidé de retirer l'accréditation d'une inspectrice pour un incident lors d'un contrôle sur le site de Natanz dans le centre du pays. Une réunion du conseil des gouvernements de l'agence doit d'ailleurs se tenir aujourd'hui pour une séance spéciale consacrée à l'Iran. Il s'agit de la 4e étape du plan de réduction des engagements iraniens de l'accord de Vienne signé par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et l'Allemagne. Téhéran présente sa décision comme une riposte au retrait américain décidé en mai 2018 et à la politique de sanctions de l'administration Trump. À l'évidence, cette violation iranienne est la plus grave de toutes, comme l'a souligné hier le président français Emmanuel Macron en déplacement en Chine. L'Iran a d'ores et déjà augmenté son taux d'enrichissement d'uranium à 4,5%, ce qui reste néanmoins en deçà du seuil de 20% qui indiquerait une intention de militarisation de son programme. Par ailleurs, Téhéran ne respecte plus son engagement de limiter son stock d'uranium enrichi à 300 kilos, mais comme le souligne ce matin le Jérusalem Post, la reprise des activités à Fordo complexifie encore davantage le tableau. Téhéran va en effet non seulement relancer l'injection de gaz d'uranium dans plus de 1000 centrifugeuses de première génération, mais les Iraniens ont également décidé de mettre en route 60 centrifugeuses IR6, dites de 2e génération, et qui sont en fait beaucoup plus performantes. De quoi inquiéter les signataires de l'accord, mais aussi bien sûr Israël. Fordo est en effet une usine souterraine qui se trouve à environ 180 km de Téhéran, et sa situation topographique lui accorde donc une importance stratégique puisqu'elle rend très complexe une intervention militaire à son encontre, une option que l'État hébreu considère toujours comme un dernier recours. Le ministre israélien des Affaires étrangères a d'ailleurs réagi ce matin à cette nouvelle accélération du programme iranien. Pour Israël Katz, Téhéran poursuit ses visées dangereuses au Moyen-Orient. Il a également approuvé les nouvelles sanctions américaines contre l'entourage du guide suprême iranien Ali Khamenei. Et à ses yeux, la réponse de Donald Trump est la bonne. On l'écoute.
Sa politique ne changera pas. Soit on modifie l'accord, soit on le quitte. Tout fixe, or nix. Mais la tactique utilisée pour cette politique, c'est quelque chose qu'il décide par lui-même. Tout celui qui dirait connaître cela en l'état actuel de manière certaine, sa préférence est claire. S'il n'y a pas de changement fondamental, il faudra annuler l'accord. Mais personne ne sait quel chemin tactique il empruntera pour ces choses-là. Mais la direction qu'il prend est importante et réaliste. Je pense qu'une pression intense sur l'Iran, et je pense que ce qui s'est passé hier constitue une forme de pression intense, peut faire plier l'Iran, peut l'obliger à se retirer de Syrie. Un dernier mot sur le sujet avec cette toute fraîche déclaration du secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui appelle à prendre, je cite, des mesures sévères pour augmenter la pression contre le régime iranien qui se livre, selon lui, à un chantage nucléaire. Fin de citation. Le sujet a été l'un des grands thèmes de la dernière campagne israélienne et il en sera probablement de même en cas de nouveau scrutin. Le Kulturkampf, les tensions entre laïcs et religieux n'ont pas fini de questionner la société israélienne. Le débat est très différent de celui que nous connaissons en France, mais il n'en est pas moins intense. Pour preuve, cette dernière affaire autour de la place des femmes lors d'un concert caritatif, correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Une nouvelle polémique entre laïcs et religieux a fait oublier pour quelques jours le tumulte politique. Dans 2 semaines aurait dû avoir lieu à Tel Aviv un concert d'hommage au chanteur vedette israélien Shlomo Artzi avec de nombreux artistes et l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Le concert était organisé au profit de l'association Ezra la Marpé à qui devaient en être versés les bénéfices. L'association, fondée et présidée depuis 40 ans par le Rav Firer, un juif orthodoxe membre de la Chassidoute de Belz, a pour but d'aider les malades en se substituant au service public quand celui-ci est défaillant ou en fournissant aux patients des informations sur les traitements et les médecins dont ils ont besoin, y compris en les adressant parfois à des spécialistes à l'étranger. Quand les malades n'ont pas les moyens de prendre en charge le traitement ou le voyage, l'association les finance. Une réussite impressionnante qui a même valu au Rav Firer de recevoir le prix d'Israël. Rien d'extraordinaire donc à ce que les dirigeants d'Ezra la Marpé aient voulu un concert au profit de leurs activités. Tout se déroulait normalement jusqu'à ce que le Rav Firer découvre que des chanteuses feraient partie du spectacle et qu'il annonce qu'il n'y assisterait pas si elles étaient maintenues dans la programmation. Il faut savoir que pour les juifs orthodoxes, une femme ne doit pas chanter en public devant des hommes car ils considèrent cela comme immodeste. Le refus de la mixité est d'ailleurs un des sujets les plus sensibles qui divise religieux et laïcs en Israël. L'affaire est donc rapidement devenue nationale. Shlomo Artzi, qui devait être la vedette du spectacle, a tenté de convaincre le Rav Firer de revenir sur sa décision. D'autres artistes ont menacé de boycotter l'événement. L'Orchestre Philharmonique a également refusé de se produire si les femmes ne pouvaient pas monter sur scène. Finalement, le Rav Firer a décidé d'annuler le concert. En Israël, les mondes laïcs et orthodoxes cohabitent tant qu'ils s'ignorent, ou plutôt aussi longtemps que le mode de vie de l'un ne menace pas celui de l'autre. L'organisation Ezra la Marpé traite tous les Israéliens, qu'ils soient religieux ou non, juifs ou arabes, et ceux qui s'adressent à elle savent parfaitement qu'elle est dirigée par des ultra-orthodoxes. Mais le point de rencontre dans une salle de spectacle a fait craquer le consensus. Pas question, pour les uns comme pour les autres, de se voir imposer des règles de vie qui ne sont pas les leurs et qui remettent en question leur système de valeurs. Égalité entre les sexes d'un côté, respect de la modestie de l'autre. C'est le même antagonisme qui se manifeste partout dans l'espace public et qui déborde aussi sur les bancs de l'université, dans le monde du travail ou dans les rangs de l'armée où les juifs ultra-orthodoxes sont de plus en plus présents. Israël ne prétend pas être un État laïque, mais où tous les courants doivent avoir droit de cité en respectant la liberté de l'autre, et l'accord sur les frontières n'est pas toujours facile à trouver. Le reste de l'actualité israélienne avec Gabriel Attal. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. On démarre donc avec les nouvelles déclarations choc du ministre de la Justice qui crée des vagues. Le témoin clé dans l'affaire 4000, Nir Hefetz et son avocat ont déclaré hier soir qu'ils demanderaient probablement au procureur général Avichai Mandelblit d'ouvrir une enquête pénale sur le ministre de la Justice par intérim, Amir Ohana, pour avoir violé intentionnellement une ordonnance de non-divulgation émise par le tribunal destinée à protéger Hefetz de pression indue. Les procureurs généraux Mandelblit et Nitzan ont dit rejeter complètement les paroles du ministre de la Justice en disant que son accusation de corruption était extrêmement problématique et qu'il fait une injustice à la réalité. Ça tangue à l'UNRWA. Le Suisse Pierre
Iskra Ben-Noul, le commissaire général de l'Assemblée générale des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, a démissionné, a annoncé hier le porte-parole de l'ONU. Le secrétaire général réaffirme son soutien à l'UNRWA pour son excellent travail essentiel pour le bien-être des réfugiés palestiniens, a ajouté le porte-parole de l'ONU. Il a réussi à se faire un prénom, mais il ne fera pas de politique, enfin pour le moment. Je parle évidemment de Yair Netanyahou, Gabriel. Le fils du Premier ministre a indiqué hier lors d'un événement à New York qu'il ne comptait pas s'engager en politique. Lors d'une conférence avec un rabbin, il a révélé qu'il recevait des menaces de mort quotidiennement et des insultes en grand nombre contre lui et sa famille sur les réseaux sociaux. Je suis un homme politique, mais je pense qu'il y a de nombreuses façons d'influencer sans être un politicien, a-t-il expliqué. Un Sefer Torah historique qui est rené de ses cendres, si l'on ose dire, Gabriel. Un Sefer Torah d'une famille sauvée de la destruction à Ansbach, en Allemagne, pendant la nuit de cristal, a été remis à Yad Vashem par la petite fille de son propriétaire, Ruti Baruch. Le rouleau saint appartenait au docteur Ludwig Dittenhofer, un industriel actif dans la vie de la communauté d'Ansbach, selon le mémorial situé à Jérusalem. Le médecin qui avait compris même avant cette nuit que la persécution des Juifs par les nazis s'intensifiait s'est assuré que le rouleau de la Torah serait épargné et conduit dans un lieu sûr plusieurs jours à l'avance. En novembre 1938, peu avant la nuit de cristal, Ludwig fut convoqué à une réunion urgente avec le chef de la police d'Ansbach. Ce dernier, un ami de Ludwig, l'avertit des émeutes imminentes, des embrasements imminents de la synagogue et des violences physiques et le pria de quitter le pays le plus tôt possible. Dittenhofer quitta ensuite l'Allemagne pour l'Autriche et passa par la Hongrie, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud et Gibraltar avant d'atteindre Eretz Israël, la Palestine mandataire à l'époque. Environ un an plus tard, il a donné le rouleau de la Torah et à ses enfants quand il a immigré. Le docteur est enterré dans un cimetière de Beth Hashita, un kibboutz du nord d'Israël. On va marquer une page de publicité. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite de l'actualité. Radio J, 14h14, la suite du journal magazine, Steve Nadjar. Oui Philippe, chers auditeurs, vous reconnaissez certainement cette musique. C'est bien sûr le générique de la série israélienne Fauda. Alors, Doron, le héros du programme, n'est pas sur ce plateau, mais vous, Gabriel, vous êtes bien là et vous avez repéré une info sur la série. C'est votre histoire du jour. La série télévisée israélienne Fauda aura sa version indienne selon le Hollywood Reporter. Pour nos auditeurs ne le sachant pas, la série suit les aventures d'une unité antiterroriste opérant en Judée-Samarie et à Gaza. Cette nouvelle version, qui portera sur le conflit entre l'Inde et le Pakistan, sera réalisée l'année prochaine par Applause Entertainment, une société basée à Mumbai et qui a notamment adapté les versions indiennes de The Office, Criminal Justice et Hostage. Nous sommes extrêmement heureux que la série soit adaptée pour un autre pays et dans une autre langue. L'Inde crée du contenu digital passionnant et ce partenariat avec Applause Entertainment permettra à Fauda de s'étendre à un territoire différent et d'élargir son public, a déclaré le co-auteur de la série, Avi Zacharov. On reste en Inde avec des menaces assez sérieuses. L'Inde est en état d'alerte après qu'Intel ait mis en garde contre des attaques terroristes visant des cibles juives. Selon le quotidien DNA India, les informations des services de renseignement indiquent qu'une possible attaque terroriste contre la communauté juive et les Israéliens vivant en Inde. La source du renseignement a désigné Al-Qaïda et le groupe État islamique comme les auteurs potentiels de l'attaque, ainsi qu'un groupe djihadiste au Kerala, dans le sud-ouest du pays, qui a commencé à localiser des juifs. Aux États-Unis, un repas cachère pour le président américain. Le président américain déjeunera le 12 novembre avec 100 juifs orthodoxes à New York afin de récolter des fonds pour sa campagne électorale. Selon Louis Scheiner, qui est décrit comme un philanthrope majeur, bon nombre de juifs participant au déjeuner font partie du secteur des maisons de retraite. Après Donald Trump, Emmanuel Macron, le président, s'est exprimé aujourd'hui sur l'OTAN et son verdict est sans appel. Emmanuel Macron juge l'OTAN en état de mort cérébrale dans une interview à l'hebdomadaire The Economist. Le chef de l'État l'explique par le désengagement américain et le comportement de la Turquie, membre de l'OTAN. Vous n'avez aucune coordination de la décision stratégique des États-Unis avec les partenaires de l'OTAN et nous assistons à une agression menée par un autre partenaire de l'OTAN, la Turquie, dans une zone où nos intérêts sont en jeu sans coordination, souligne-t-il. Ce qui s'est passé est un énorme problème pour l'OTAN.
Un dernier mot de terrorisme, Gabriel ? C'est une information du quotidien Le Figaro. Un radicalisé surveillait les geôles du tribunal de grande instance de Paris. Le procureur de Paris, Rémi Heitz, a demandé son exfiltration immédiate. Connu pour sa radicalisation, l'homme officiait depuis quelques mois au dépôt du tribunal. Soupçonné de radicalisation, il a été muté au service administratif. Gabriel Attal, merci. La reprise des activités nucléaires de l'Iran inquiète la communauté internationale. Nous l'avons vu tout à l'heure. Quels sont les objectifs de l'Iran? Peut-elle les satisfaire? Élément de réponse avec Mir Masri, docteur en géopolitique et enseignant à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il est interrogé par Pascal Sunshine. Un pas de plus dans la stratégie de tension calculée de Téhéran pour obtenir justement donc à terme des Américains de renégocier l'accord. C'est aujourd'hui l'ambition de l'Iran, l'ambition affichée de l'Iran, conformément au discours du président Rouhani à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais surtout pour obtenir des Européens, des Russes et des Chinois un adoucissement ou un contournement des sanctions américaines extraterritoriales qui frappent le pays. Donc l'objectif, c'est de faire pression à la fois sur les Américains, mais aussi sur les pays qui sont avec lesquels l'Iran a traditionnellement des relations extrêmement importantes, entre autres commerciales, et qui sont aujourd'hui menacés par les sanctions extraterritoriales américaines, parce que les Américains disent, voilà, si vous commercez avec l'Iran, vous ne pouvez pas commercer avec nous, vous, entreprises chinoises, européennes ou russes. Et par conséquent, la plupart des entreprises ayant des relations avec les Américains, ou plus de relations avec les Américains qu'avec les Iraniens, eh bien, préfèrent sacrifier l'Iran. Donc cela est insupportable pour les Iraniens qui sont aujourd'hui à bout de souffle et qui cherchent, encore une fois, par la voie du chantage et des menaces, de faire pression sur la communauté internationale. Alors, Meir, justement, vous parlez de chantage et de menaces. On voit que depuis que les États-Unis sont sortis de l'accord de Vienne l'an dernier et qu'ils ont donc rétabli des sanctions contre l'Iran, non seulement l'Iran ne cède pas, mais c'est lui qui semble mener le jeu. Est-ce qu'on peut parler d'un échec de la stratégie américaine ? Honnêtement, je ne pense pas, pour deux raisons. Tout d'abord, historiquement, la politique ou le choix des sanctions s'est avéré efficace. Il s'est avéré efficace avec la Libye de Kadhafi, qui s'est comporté d'une manière tout à fait conforme aux attentes des Américains, puisque Kadhafi avait à l'époque renoncé à son programme nucléaire et procédé à sa destruction. Cette stratégie s'est également avérée efficace envers la Corée du Nord. Donc, je ne pense pas que ce soit une erreur. Maintenant, concernant l'application dans la pratique, quant à la République islamique d'Iran, on voit aujourd'hui que l'Iran, au contraire, recule, contrairement aux apparences, parce que tout d'abord, au début, lorsque les Américains sont sortis de l'accord, pour les Iraniens, il n'était pas du tout question de renégocier ou de toucher à l'accord de Vienne de 2015. La position iranienne a par la suite évolué et les Iraniens se sont dit prêts à réviser certaines clauses à condition que les sanctions soient supprimées. Et puis la position a encore évolué justement à l'occasion de cette fameuse Assemblée générale des Nations Unies très récemment. Et le président iranien s'est dit prêt à négocier l'accord de Vienne, non pas si les sanctions étaient annulées, mais si les sanctions étaient suspendues. Donc on voit là une évolution graduelle de la position iranienne qui fait que finalement le régime iranien recule et que c'est la position américaine qui s'impose de plus en plus d'entreprises, y compris chinoises, mais surtout européennes et russes, respectent les sanctions américaines imposées à l'Iran. Des pays voisins à l'Iran qui sont, parce qu'à majorité chiite, considérés à tort comme étant subordonnés à l'Iran, respectent les sanctions américaines. Je pense notamment à l'Irak, aujourd'hui, qui respecte en grande partie les sanctions imposées à l'Iran. Je dis bien quand je dis en grande partie, c'est parce que les Américains sont assez tolérants dans l'application des sanctions pour les pays qui les appliquent. Par exemple, si une entreprise irakienne, dans l'application des sanctions contre l'Iran, va pénaliser l'économie irakienne, dans ce cas-là, les Américains
lui permet de continuer à commercer avec l'Iran. Donc, même lorsque des sanctions ne sont pas appliquées, elles ne sont pas appliquées en coordination avec les Américains. Donc, je pense que la position américaine s'est extrêmement bien affirmée et on ne peut pas du tout dire que ce sont les Iraniens aujourd'hui qui mènent le jeu. La marge de manœuvre à la fois des Iraniens est extrêmement faible parce que leurs économies est exsangue et qu'ils ont très très peu de moyens. Et puis l'uranium, aussi enrichi soit-il, ils ne vont pas le manger. Il faut bien à un moment donné commercer avec le monde extérieur, vendre leur pétrole sur le marché mondial. Et c'est ça en réalité l'objectif. L'enrichissement d'uranium, d'abord c'est un taux extrêmement faible, très très loin du taux qui lui permettrait vraiment de menacer de parvenir à l'arme nucléaire. On est vraiment loin de cette configuration-là. Et puis, deuxièmement, l'objectif, c'est quand même de sortir du régime des sanctions. Deuxièmement, la marge de manœuvre des pays que l'Iran convoite, c'est-à-dire les pays avec lesquels il y a des relations commerciales importantes, eh bien, même ces pays-là, leur marge de manœuvre est extrêmement faible parce que leur entreprise et eux-mêmes ont plus d'intérêt avec les Américains qu'avec les Iraniens. Radio J. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de Journal Magazine en vidéo sur nos pages Facebook et YouTube. 6 petites lettres à taper sur vos écrans, tout simplement Radio J. Retour de l'information à 15h. En attendant, je vous souhaite un excellent après-midi à l'écoute de nos programmes.